Nous pouvons commencer maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce webinaire. L'une des missions essentielles de la Chambre de commerce France-Canada est de mieux faire connaître aux entreprises françaises les potentialités du marché canadien qui leur est ouvert plus que jamais depuis 4 ans grâce à l'accord CETA. La Chambre s'intéresse à tout le Canada. C'est pourquoi nous allons vous parler aujourd'hui du Canada atlantique et de ses 4 provinces, avec un webinaire concentré sur l'économie de la mer, l'économie bleue. Nous l'avons organisé en partenariat avec l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et je suis heureux de saluer son président, M. Francis P. Maguire. Nous avons beaucoup bénéficié du concours très actif des conseils et des contacts du consul général de France pour les provinces atlantiques, Johan Schittrer. Nous y avons associé Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le préfet, M. Christian Pouget, nous parlera des perspectives renforcées de partenariat entre l'archipel et le Canada voisin. Avant de passer la parole au président Maguire, je remercie vivement au nom de la Chambre la petite équipe qui a été à la manœuvre, Louise Fizet à Halifax, Garance Riclinck à Saint-Pierre, Caroline Garnier à Paris. Je n'oublie pas l'excellent service informatique de l'APK. This webinar is bilingual. If you wish a translation from French into English, ou si vous voulez une interprétation du français vers l'anglais, just go to the bottom of your screen and click on Interpretation. Vous cliquez simplement en bas de l'écran sur Interprétation et je remercie beaucoup notre interprète Jean-Claude Bourque. Monsieur le Président de l'APK, Francis Maguire, je vous donne la parole. Merci infiniment et bienvenue à tout le monde pour ce survol rapide de nos provinces atlantiques. Je vais d'abord vous situer un peu les provinces avec une petite carte. Nous avons en fait 4 provinces, le Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue et les 3 autres, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Pour vous situer un peu physiquement, nous sommes à peu près à 8 heures de route de Montréal, mais en fait 6 heures de route de Boston. Donc, l'accès au marché américain et canadien est très facile. Les réseaux de transport sont bien établis et très efficaces. Et en fait, ce soir, quand les Red Sox de Boston vont jouer New York Yankees, tout le monde dans les provinces atlantiques vont soutenir l'équipe de Boston. Je vais aussi vous situer rapidement l'APK même avec cette carte. Nous avons 2 mandats. Un, l'aide financière aux entreprises et à l'écosystème économique. Et deuxièmement, la coordination des agences gouvernementales de toutes couleurs. Quand je parle de ministères fédéraux, de ministères fédéraux ou municipaux, on travaille avec tous ces gens. Nous avons 31 bureaux à travers la région pour une population de 2,5 millions et nous avons 570 employés. Donc, nous sommes à peu près omniprésents. Et je vais vous donner un exemple parfait avec Monsieur le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'APK co-préside avec lui la commission mixte de coopération régionale entre le Canada et l'archipel. Donc, et dans ce rôle, nous avons le mandat de coordonner tous les ministères fédéraux qui peuvent s'impliquer dans la relation avec Saint-Pierre. Donc, ça vous donne une idée de si vous voulez dépister quelque chose dans nos provinces, l'agence est absolument très bien placée pour vous aider. Deuxièmement, l'aide financière, nous avons un budget annuel d'à peu près 350 millions de dollars canadiens. Nous finançons beaucoup d'entreprises, petites entreprises, vraiment axées surtout sur le développement technologique. Vous allez voir plus tôt dans la journée Pangeo, un de nos clients. Nous finançons les centres d'innovation de tout genre. Vous allez encore une fois pouvoir voir ce que fait Cove, qui est un de nos clients. Nous travaillons dans les startups
et aussi dans les soutiens aux communautés, que ce soit l'immigration ou d'autres. Donc, un mandat très large et une flexibilité de programmation est faite. Il faut quand même, en vous faisant le survol, parler du COVID. En fait, l'économie de l'Atlantique s'en est mieux tirée que le reste du Canada. En fait, nous sommes à 98% de rattrapage d'emplois, avec des secteurs comme le tourisme qui tirent un peu toujours de la patte. Mais même en comparant ce qui s'est passé chez nous entre 2019 à aujourd'hui, l'exportation a cru de 2%, surtout grâce à l'alimentation, les produits de mer, la bioscience basée sur la mer, l'industrie de la défense, les mines et l'industrie de la mer en plus. Et donc, je vais peut-être à ce moment-ci parler un peu de cette industrie où vraiment notre région a une position privilégiée au Canada. Nous avons bien sûr les secteurs traditionnels, pêche, une industrie surtout à Terre-Neuve de pétrole et de raffinerie au Nouveau-Brunswick, mais des secteurs qui sont en pleine expansion sont l'aquaculture, tout ce qui est capteur, mais tout ce qui est aussi construction navale, véhicules sous-marins, cartographie, cybersécurité, l'instrumentation, tout ça est en plein développement. Et en fait, quand nous regardons nos plans, nous voyons facilement que l'industrie qui est aujourd'hui, et donc 50% déjà de l'industrie océanique du Canada se trouve en Atlantique, nous voyons une expansion et nous verrons que de l'industrie qui représente quand même 19 milliards de dollars en 2018 sera facilement à 24 milliards en 2030 avec tous ces créneaux qui vont se développer. Et nous sommes un joueur clé dans l'Atlantique et au niveau international. Nous faisons beaucoup de coopération, entre autres, avec la Norvège et souhaitons en faire beaucoup plus avec la France. Investissement de la PECA, pour vous donner une idée de ce que nous faisons annuellement, nous faisons à peu près 30 à 40, 50 millions par année au support, que ce soit aux universités, aux entreprises et autres, et nous avons fait plus de 700 projets. Et ça, c'est en plus de la super grappe des océans du Canada, dont ma collègue Kendra vous en parlera un peu plus tard dans la session. Nous voyons encore aussi, du point de vue institutionnel, et c'est des choses que l'APK et les autres ministères fédéraux financent, des centres de recherche en université qui ont un mandat international, et que ce soit des universités comme the Ocean Frontier Institute, qui n'ont pas de titre français, je m'excuse, mais un partenariat de qualité mondiale avec IBM, entre autres, qui regarde tout ce qui est data collection, etc., et développement. Donc, l'Université de Dalhousie est très bien placée. L'Université de Memorial à Terre-Neuve a un centre marin très, très actif. Et l'île du Prince-Édouard aussi, dans le côté de biosciences et plutôt du côté de l'aquaculture, que ce soit les huîtres ou les moules, etc., plutôt que le saumon ou les autres institutions se spécialisent. Donc, nous avons des atomes un peu partout et nous privilégions tout ce secteur. En fait, le gouvernement fédéral, avant l'élection, avait fait une grande, avec le ministère des Pêches, une consultation publique sur les possibilités de l'industrie et on verra un rapport, nous espérons, à l'automne avec des recommandations pour en fait soutenir encore plus le développement de tout ce qui peut être marin et toutes les technologies de pointe qui pourront s'ingérer dans ce domaine. Prochaine étape, s'il vous plaît, Louise. Maintenant, ce système, nous voyons vraiment cette grappe comme un écosystème industriel très dynamique, que ce soit des industries de la défense, de la construction navale, tout ce qui est développement technologique. Et nous supportons des agences non gouvernementales aussi pour être sûr d'avoir une pénétration dans les universités, dans la formation de nos jeunes, et tout ça pour qu'à long terme, l'océan soit soutenu dans notre région.
le port d'Halifax, entre autres, veut numériser entièrement sa capacité et de mettre tout ensemble pour qu'un port, que ce soit du côté transport, environnement, développement, puisse engager une connaissance accrue en utilisant la technologie. Et donc, Cove en fait partie, puisqu'ils sont dans le port d'Halifax. Ensuite, il y a une chose que je veux quand même mentionner qui est pour nous l'immigration. Pour nous, l'immigration est une priorité pour augmenter la population active et nous avons un système très privilégié au Canada où tout le côté administratif, etc., et le nombre de gens qui sont admis a été accru et ça permet vraiment une immigration beaucoup plus facile. Et que ce soit au niveau des cadres, ceux qui sont qu'on veuille amener, ou des techniciens. Et nous avons plusieurs compagnies européennes qui, en fait, ont créé des centres de recherche sur l'énergie, entre autres, où ils ont pu faire entrer leur cadre essentiel tout en profitant de la main-d'œuvre locale. Donc, ce créneau spécial qui ne s'applique qu'aux provinces atlantiques nous donne vraiment une flexibilité et donne à l'entreprise une flexibilité qui est importante. Donc, avec ça, je vais vous laisser, comme j'ai dit, c'était un survol très rapide, mais si justement vous avez besoin de services de dépistage, etc., ne vous gênez pas, nous serons très heureux à l'APK de vous recevoir. Et si l'on peut vous aider directement, on le fera, mais sinon, on vous indiquera exactement qui et comment. Et comme je dis, nous sommes omniprésents, nous connaissons dans notre petite région à peu près tout le monde. Merci beaucoup et merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation, cette large présentation de l'APK. Bonjour à tous, je suis Caroline Garnier, directrice de la Chambre de commerce France-Canada. Laissez-moi donner la parole à deux entreprises dans le domaine de l'économie bleue au Canada Atlantique, intéressées toutes les deux par la France et l'Union européenne. Partons tout d'abord en Nouvelle-Écosse, faire la découverte de Cove grâce à Sheila Patterson, sa directrice générale des opérations. Sheila, c'est à vous. Thank you very, very much, Caroline, and thank you for the welcome to participate and to virtually meet this group of people. Very excited to talk with you today. I'll provide a little bit of an overview of Cove, as Francis mentioned, the Center for Ocean Ventures and Entrepreneurship. So we are home to many of the companies in Canada's blue economy and many of the technology innovations that happen here in partnership. Love to see partnerships with more than one company, with more than one institution, and many of those being international. This is our view. I've got, I think, one of the best views. We're located in Halifax on the Atlantic coast, but we do support nationally. We support program activity and companies across the board. A lot of information here, but we act as an innovation hub, and we're specifically focused on, within the blue economy, we're supposed to focus on ocean technology. So those would be the technology products and services that are used in the large ocean economy. So marine defense and security, energies, marine tourism, technology applications, marine transportation, and the fisheries and the aquaculture. And what we're doing is bringing together many different aspects in order to enable the success and the growth sustainably of this sector. We focus on providing infrastructure and a place to work. So we have beautiful wharves and office spaces and programming spaces, as well as working with companies so that they're able to find the workforce, talented people that they need in order to succeed and see their companies grow. We're located here, as I mentioned, so we're in the middle of the city, just across from the port of Halifax. And so we've got a beautiful wharfront. It was at one point the Coast Guard, so it had for decades has supported large ships. So we have
almost 1,000 meters of wharf face, so it's suitable for both large and small vessels. And then you see the buildings there as well, so workshop spaces and offices, and room to grow, so room to be able to mobilize equipment. So we see all types of different activities. Some of those might be putting a small device in the water, and then others would be supporting a larger vessel for research voyages or for science and for test and validation of new equipment. So we do maintain making it an easy place to locate your business. So there are 60 different companies or more from, and these companies are from across Canada. As well, we have those that are from other countries. So at present, we've got participation from those from the United Kingdom and from the United States, and are interested in growing that that spread and pool of different companies that are part of the sector here. We also see that there may be companies that are somewhere else in Canada and are having a location at Cove in order to participate in the community. What we look to do is to make it very easy to make those new connections. So to find someone that maybe, perhaps they'll be a supplier, maybe they'll be a client, a customer for your product, or a collaborator in bringing your new technology to market. We do have strong relationships across the board with many of the research institutions and universities, and we can help make connections there. So overall, the intent is to make it pretty easy to find a place and succeed in accessing the Canadian market and also the North American, so the United States as well. This is just a bit of an overview of all the different companies. So I like to say that we're engaged with more than 2,000 from across the blue economy, and that would be globally. I know you'll see many logos that you might recognize here. We have strong relationships with those that are joining us today. So with ACOA, very strong relationship. The Canada's Ocean Supercluster, Pangeo, Moya and her team are strong partners. And then also we've been very happy to have hosted on site the Prefet and Consul General more than once actually. So and always in the vein of finding new business or opportunities. The program, so we would tend to focus, as I mentioned, so part of it is providing that access to a place to visit or to locate your business. And then doing so we can help with intelligent programs for finding new talent and developing people. So we're seeing that there's tremendous growth in this area of the economy, and there is a shortage of people. So there are quite a few job ads open, so helping to place people and to build the skill set so that there is that strong, trained, experienced workforce. We do, within Cove, we have an incubator program for startup businesses, and we have some strong relationships with the Supercluster for as well new startup companies, and focus on commercialization of research and then bringing scaling up. So access to resources and then relationships and introductions in order to grow your business. One piece of infrastructure that I thought I would mention is Stella Maris. So this is a subsea platform that hosts multiple sensors or marine instrumentation devices. And this is, I think, a way that could be an entry point or a way of building a new relationship with a Canadian firm or using our infrastructure to test and bring your new product to market. So it's close to the Cove. It has ability to host a sensor, so that might be a conductivity and salinity sensor. It could be for looking at the components of the water and characterizing the water, or for listening for whales or vessels as they pass. So a way of putting something into the water relatively cheaply and easily, and then being able to gather data that can be used for your new data analytics products. Just another couple pictures of that same device, and I'll leave it there. So with the sort of the welcome is out there, would love to talk with you more, so feel free to contact, and certainly be happy to make introductions or connections as well. Thank you, Caroline. Thank you, Sheila.
That's perfect. Dirigeons-nous maintenant plus au nord, à l'extrême est du Canada, dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Et découvrons PointGeo Subsea avec Moya Cahill, qui est présidente directrice générale, et qui nous présente les solutions technologiques pour le développement des parcs éoliens en mer, pour soutenir les engagements pris par la France dans le cadre de l'accord de Paris 2015. Moya, it's okay for you. Okay, thank you very much. I'm going to share my screen now. Am I on the screen? Wonderful. Okay, thank you. Well, certainly it's a great pleasure to be here today. Yes, you're correct. I'm calling in and zooming in from the from Newfoundland, part of the province of Newfoundland and Labrador. So we're the most easterly point in North America. Newfoundland is an island surrounded by very cold waters, the waters of the North Atlantic, but we are actually the most easterly point in North America. So we would when you're leaving France and heading west, it's St. John's is where you're going to land. So we would certainly welcome you all here to our fine province of Newfoundland and Labrador. So my name is Moya Cahill. I'm CEO and co-founder of PanGeo. PanGeo is a technology company. We're a service provider. And what we're doing, we're using acoustics, very high resolution acoustics, to actually image geohazards in the subsea bed. So we started out here in Newfoundland and Labrador with our burgeoning oil and gas sector some 15 years ago when we started the technology and when we opened up. And certainly we were very fortunate that over the years, our technology has crossed over a number of different sectors. And one of them being certainly being the offshore renewable energy sector. And that is a sector that is truly driving our blue economy. And we're constantly enhancing our technology to truly support not just Canada meeting its net zero contributions by 2050, but certainly the rest of the world. Our technology, as I mentioned, we're using acoustics to actually image a geohazard in the subsea bed. So it's similar to like an MRI, how an MRI would actually image your organs within your body. We're using sensors, we're using acoustics, we're using sound to actually wrap an acoustic boundary around an anomaly that's in the subsea bed. So for example, an application, as I mentioned, in the renewable energy sector, we're looking at this sector where they're driving these large turbines, either on monopiles or on jackets, and they're hammering these large 12-meter diameter monopiles into the seabed. And of course, they're concerned about what they're driving it into. So we like to say we're mitigating the risk for these offshore installations by actually identifying and micrositing the location of these large wind turbines in the subsea bed. And equally so, these turbines are being connected to one another by what they call inter-array cables, and the electricity is being transported to shore by export cables, and then from country to country by interconnector cables. So actually they're burying all of these cables anywhere from 1.5 meters to 3 meters in the subsea bed, and we're providing the technology which actually will image that data and provide them the information so that they can identify where they should be putting their turbines, where they should be installing their cables, and then thereafter for maintenance, we'll let them know if the seabed is actually moving over the cable to ensure the depth of burial of that cable is within spec, to ensure its proper electrification of the transportation of the electricity. So as you can see from this slide, offshore wind is a relatively new industry. It started in Europe
and it's the Europeans have been leading that pioneering, if not just in Europe, but certainly a number of these players within Europe are driving it into North America, into Taiwan. And from a technology perspective and from a marketing perspective, what Pangeo does is that we certainly deliver to these clients. We started off in Europe with many of the players, and we work quite a lot with a number of French companies, because certainly France is heavily involved in the buy-in and the support of offshore wind. So we deal with other sensor companies like Thales and XBlue, to the operators like EDF. They're a large operator. They have fields at offshore wind farms called Dunkirk and EDF. So we've been working and have been on site collecting data and working with these contractors such as vessel owners, such as GIFMAR. We certainly believe in partnership, because we'll take our sensors, we require a vessel, we require a survey. We work with universities and academia in these countries so that we can provide training programs. And so these are the types of opportunities from a technology company that we reach out to when we're working within countries, particularly outside of Canada. Albeit we have an office in Aberdeen, which is where which is really our center for operations. We do like to have partners within each country in order to facilitate our success and reduce our costs of operating. One of the applications that we do a lot of work in is identifying unexploded ordnances. And certainly during World War II, over 50 million bombs were dropped between the continent and the United Kingdom. And of course, this is right in the sweet spot of where these offshore wind farms are being installed. And certainly off the coastline of France, we've been engaged by EDF to look at UXO surveys. And what's unique about Pangeo's technology is because we're using acoustics, we can not only identify and image these mines and image these unexploded ordnances, we can image them whether they're made of metal or whether they're made of non-ferrous material. And during the latter part of World War II, the Germans became even smarter and actually started making these large mines out of aluminium. And of course, very challenging to identify these mines using magnetometers, which was what they were traditionally using at that time. And as a result, there was significant damage done to the fleets with particularly the British fleet during the last 2 years. Now, many of these aluminium mines, they call them LMA or LMB, being Lufte, that they were dropped from the sky, Lufte being air, are still lying on the surface and beneath the surface of the seabed. So what Pangeo goes in, we go in and actually collect the data. We're actually able to image these mines. And then we pass that information over to the contractor, over to the owner, whether that may be EDF or others, and they actually then bring in folks to actually take care of these mines. So I always like to say I like to be able to take a souvenir home from our projects, and this was one souvenir, unfortunately, that I wasn't able to take home. This was a LMB mine that we identified just north of France. And here you can see the government. Moya, I'm sorry, but I have to cut now because everybody is waiting behind, and we have a lot to say. Thank you very much for your presentation. That is really, really nice. Thank you. Mettre au point d'importants moteurs d'innovation, de croissance, de création d'emplois, c'est l'objectif des supergrappes créées par le gouvernement du Canada. Voici la présentation de la supergrappe des océans par sa présidente, directrice générale, Kendra McDonald, qui nous parle de développement numérique durable et inclusif de l'économie océanique du Canada. Kendra, it's you. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais parler en anglais parce que j'ai seulement 10 minutes et ça va être vraiment plus rapide qu'écouter mon français. I think you should be able to see my slides here. So I just wanted to spend a couple minutes. It's a pleasure to be with you today and be able to
go over, sorry, are you seeing that properly? All right, just 1 second, I'll try that one more time. That worked for you. Let's try that again. Okay. So I'll spend just a couple of minutes talking about the supercluster and the what it is that we're trying to do, and go over just a few of the projects. And you've heard from Moyakal, for example, who sits on our board of the supercluster. So I'm having a little bit of trouble. My slides are not actually moving. So let me see. Do you see the slides? Are we okay? Okay. Are they moving? Okay. Okay. So the supercluster, the Ocean Supercluster, was set up as one of 5 superclusters across the country. We are based in Atlantic Canada, and we are focused on the ocean economy. What makes us unique in terms of previous ocean investments is the idea of cross-sectoral collaboration, which is what we were really trying to encourage. So we're really changing the way ocean business is done. And the first way that we're doing that is by getting sectors to work together. So fisheries working with aquaculture, offshore resources, bioresources, transport. And what we found was there's actually a number of commonalities in the types of challenges that they're trying to address in the ocean, whether that is safety, whether that's digitization, whether that's data or workforce development. And so if we could get these sectors working together, they could develop world-class solutions that would be relevant to more than one sector at the same time. And so, you know, other areas that we are looking at in terms of being able to achieve a change is really building an ocean economy that is more digital, that is more sustainable, that is more inclusive. We have a very traditional ocean workforce in Canada, in fact, in the world. So we have lots of work to do to create a more inclusive ocean economy, as well as being able to develop areas where Canada could lead globally. And so where we sit today as an ocean supercluster, we are actually in year 4 of our 5-year mandate. And so we have over 400 members, and we've really expanded beyond Atlantic Canada. So we have, you know, over 60 members on the West Coast, for example, and we touch most provinces, which is really exciting. We do have the longest coastline in the world. And so we have the Pacific, the Arctic, and the Atlantic. We have over 50 projects approved. I believe now we have closer to 60, and we have over $290 million in project value. So we are really excited. A lot of our projects have launched in the last 6 months, so we're really excited to see the outcomes of those projects. So I mentioned one of the areas that we're really focused on is increasing digitization. And so we have lots to learn about the ocean on a global basis. And so a number of our projects are very focused on data in terms of both collecting data as well as being able to derive additional decision-making based on data. And so we have a couple of our very big projects. So the Integrated Operations and Real-Time Analytics project, for example, which is led by Greg, that is based in Newfoundland, and they are actually looking at real-time data in aquaculture and being able to improve and change the way that decisions are made. And so that includes a subsea imaging company, as well as a fish tracking company, to be able to bring additional technology to the aquaculture site and hopefully leveraging that for other sites around the world. Our Ocean Vision project is focused on data collection as well, and it touches a couple of sectors. And our Ocean Aware project is focused on fish tracking, and again, in the energy sector, as well as in shipping and in aquaculture. So you can see, and some of these are in, we've got lots in the digital twin space, as well as in genomics. And so really being able to increase our understanding and bring additional tools to that data analysis. When we look at in the sustainability space, and I found that to be very interesting because we've got
when we first started, we actually didn't have a lot of projects in sustainability. And so we had focused more on digital and felt that digital was a path to sustainability. And now we are seeing more and more projects that are focused very specifically on emissions reduction. And so that's a combination of whether it's Project Orca, as an example, that's in the alternative fuel space. So they're actually increasing water content and reducing diesel content, which reduces emissions, marine transportation being a big contributor to emissions. And then you have Smart Protective Coatings, which is putting a coating on ships that reduces drag and again is able to reduce, and in fact, they were recently in the news demonstrating that they've been able to reduce fuel consumption. Or Genova, which is actually looking at, it's a circular economy, trying to take the waste from oil and gas and be able to include that as an input into aquaculture. So we're really excited to see these projects unfold, and several of them, as I mentioned, have a specific emissions reduction target. We are seeing more in the remote workforce, and this is partially driven by COVID in terms of us focusing on this area. So we have a few projects that are really bringing, whether it's augmented or mixed or virtual reality, to the worker to be able to allow more of that work to be done remotely, or to be able to overlay information to be able to improve decision-making for the worker. We also have, and I think it's been mentioned a couple times, Cove mentioned it, we have our startup projects. So one of the challenges in Canada is that we did not have sufficient startups. And so we actually focused on how do we create more activity. And so the startup project ran an ocean challenge. Actually, it's just running its second ocean challenge. And so it attracted in the first one over 158 companies from around the world, and the second one over 170 companies from around the world, in terms of being able to respond to specific challenges in the industry. There's a second piece to that, which is the Lab to Market program, which is focused on really helping researchers with understanding what it means to be an entrepreneur and to be able to commercialize. So again, a Canadian challenge is really commercializing our research, as well as a creative destruction lab, which is focused on, so it's across Canada, but they have an ocean specific focus in Atlantic Canada. And then finally, I mentioned inclusion. And so we're really working hard to develop a more inclusive workforce. So we have several projects that are focused on this, including, so Smart Ice is actually working specifically in the north and working with Indigenous communities to bring them technology to be able to measure ice. And obviously ice is moving, the impacts of climate change are faster in the Arctic. And so it's very dangerous to not understand the movement of ice. So this brings that technology across the north. To specific communities, our Indigenous Career Pivot Pilot is focused very specifically on bringing Indigenous workers into the ocean economy. And our Blue Futures Pathways is focused on 18 to 30 and really matching them with ocean opportunities. And so finally, if you're looking for more information on us, you can find us, because this was a very, very high level overview, and my apologies because it included dogs and banging on the door. It's just timing is everything. So there's lots of information here that you can find. So we're just launching actually today our new Stories to Tell series, which features 12 of our members. We also have podcasts that talk about our various projects and do deeper dives on them. So you can find more information on our website. So with that, I will end there. Thank you. Merci beaucoup, Kendra, de votre présentation. C'est parfait. Nous allons partir. Nous avons un peu de retard là, sur le timing. Peut-être que nous devrions passer directement au point 6 pour prendre la présence française ensuite, afin de libérer monsieur le préfet qui, je crois, est pressé. Donc, nous allons nous diriger directement vers l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, non loin des Terre-Neuve. Monsieur Christian Pouget, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, nous présente la coopération régionale province Atlantique avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Monsieur le préfet, c'est à vous.
Merci Madame la Directrice. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à ce webinaire, sachant qu'en l'occurrence, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans cette présence régionale est le tout petit poussé de la région, puisque on est situé à 25 km au sud des côtes de Terre-Neuve et c'est un archipel qui comporte 2 îles principales, une île de 26 km² et une île de 216 km² pour 6 000 habitants. Donc évidemment, par rapport à la taille du Canada et des provinces atlantiques, on est vraiment lilliputien. Simplement vous dire que c'est un archipel qui est habité depuis le XVIIe siècle avec évidemment une tradition très forte liée à la pêche, avec des descendants normands, bretons, basques, mais aussi acadiens, et c'est ce qui fait aussi le lien avec le Canada tout proche. Nous sommes à la latitude de Nantes et l'accessibilité au territoire se fait principalement par les aéroports canadiens de Saint-Jean à Terre-Neuve, d'Halifax et de Montréal. Et nous avons une ligne directe avec la métropole depuis, pendant la période estivale. Et enfin, des ferries qui sont organisés par la collectivité territoriale avec Terre-Neuve. Juste un mot pour vous indiquer que nous sommes assez atypiques dans les Outre-mer sur la situation sanitaire, puisque nous avons 90% de personnes qui sont vaccinées et nous n'avons eu à déplorer que 31 cas de Covid, avec aucune hospitalisation, donc un territoire Covid-free, comme on dit, et une situation en termes de sécurité parfaitement maîtrisée, puisqu'avec un nombre de faits vraiment dérisoire à l'année. D'un point de vue économique, puisque c'est l'essentiel du sujet, c'est un territoire qui est effectivement engagé dans la coopération régionale depuis plus d'une trentaine d'années, dans le cadre donc notamment d'une commission mixte coprésidée par donc le vice-président de l'APK et puis moi-même, avec l'objectif d'aider au développement des liens entre les territoires et entre les entreprises. Je peux donc du coup témoigner de l'engagement de l'APK et de ce qu'a dit son président pour aider les entreprises à établir des partenariats. L'APK le fait évidemment pour son territoire et pour les provinces atlantiques, mais elle le fait aussi en coopération avec Saint-Pierre-et-Miquelon pour les entreprises de l'archipel. Et donc, ainsi, je peux mesurer et passer ce message aux entreprises françaises que ce n'est pas simplement des mots, mais ce sont évidemment des faits et un appui qui est fait pour mettre en relation les bonnes entreprises entre elles pour créer des partenariats et puis aussi, le cas échéant, avoir des débouchés de marché intéressants. Dans ce cadre-là, Saint-Pierre-et-Miquelon, évidemment, peut servir, si vous me permettez l'expression, un peu de base arrière pour des entreprises qui hésiteraient à sauter le pas d'aller directement au Canada, voire de recherche de partenariats avec des entreprises locales qui, évidemment, ont l'habitude de commercer et de travailler avec les entreprises canadiennes. Alors, dans quel secteur et comment tout ça peut s'organiser? Bon, évidemment, l'activité de la pêche, même si elle n'a pas le faste et l'importance qu'elle avait autrefois, reste évidemment quelque chose d'important, avec notamment des pêcheries avec le crabe des neiges, le concombre de mer, le homard ou la coquille. Il y a évidemment des potentiels là-dessus. Le tourisme, c'est peut-être un peu méconnu. On ne voit pas forcément Saint-Pierre-et-Miquelon comme une destination de tourisme, mais avant la crise du Covid, il faut que vous sachiez qu'en 2019, il y avait 14 000 touristes qui étaient venus à Saint-Pierre, ce qui fait quand même presque 3 fois le nombre d'habitants sur le territoire. Et il y a un quai croisière qui est en fabrication, en cours de construction et qui sera livré en tout début d'année prochaine pour permettre la reprise dans de meilleures conditions encore des croisières.
On peut aussi citer tout ce qui concerne l'agriculture et l'agroalimentaire, où là, on est plutôt, si vous me permettez l'expression, demandeur, puisque l'archipel n'est pas autosuffisant sur ces aspects-là, donc à la fois de partenariat et aussi d'installation sur le sujet. Vous donnez une idée sur les échanges commerciaux, puisque les échanges commerciaux avec Saint-Pierre, 44% sont représentés donc par le Canada, des échanges commerciaux avec le Canada, 25% avec la France métropolitaine et un peu moins de 30% avec, je dirais, le reste du monde. Enfin, pour terminer, c'est évidemment l'économie portuaire qui est quelque chose d'important sur le territoire. Et cette situation géographique fait, encore une fois, qu'on est juste à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. C'est aussi un territoire, je terminerai par là, qui accueille beaucoup d'équipes de recherche, évidemment avec des liens très importants avec les universités qui existent au Canada. Pourquoi? Bien parce que pour les chercheurs, c'est à la fois l'avantage de rester la France et puis aussi d'avoir une situation géographique qui permet d'avoir des éléments de recherche sur la forêt boréale, le réchauffement climatique et l'ensemble des zones arctiques. Une association, la PIRES, une plateforme de recherche, a été créée il y a peu de temps sous l'impulsion de l'État français et va faire en sorte d'accueillir encore plus facilement les équipes de recherche qui souhaiteraient venir sur le territoire. Voilà, je sais que le temps est contraint et je ne voudrais pas prendre plus que mon écho. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, de votre participation à notre webinaire. Partons maintenant au Nouveau-Brunswick et encore en Nouvelle-Écosse, découvrir la présence française au travers de 3 sociétés présentées par le Consul général de France pour les provinces atlantiques, M. Johan Chitrer. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce très très beau webinaire. Merci à la Chambre de commerce France-Canada, Monsieur le Président. Merci à l'APK aussi, partenaire récurrent de la France au Canada et de ce consulat général. Alors, je suis ici depuis août 2019 au Canada Atlantique. Certains nomment l'Acadie, les 4 provinces atlantiques étant partiellement francophones. Nous avons une histoire ancienne et commune de plus de 400 ans maintenant. Et c'est vrai que ce sont des facteurs qui m'ont incité à vouloir un peu mieux faire connaître ces provinces atlantiques qui ne sont pas le parent pauvre. Nous avons une très très belle présence ici, mais qui méritent, à mon sens, à mieux être connus. Et l'ambassadeur Joanneau avait fait un constat identique lorsqu'il était présent ici. Je le remercie encore sincèrement d'avoir étendu ce webinaire aux 4 provinces. Alors, étant présent sur place, évidemment, j'ai beaucoup circulé avant la pandémie, mais aussi durant la pandémie. J'ai eu la chance et la particularité d'être le consul général de France au Canada avec mes 4 autres collègues de l'Ouest qui a eu la possibilité tout simplement de circuler durant ces mois de pandémie parce que nous avions été très très peu touchés finalement par la Covid-19. Et c'est un élément extrêmement important parce qu'il montre aussi la particularité de ces provinces. Premièrement, la très bonne gestion provinciale, gouvernementale de la crise qui nous a permis immédiatement de prendre des mesures qui ont un impact direct sur l'activité économique. Vous le citiez, Monsieur le Président, les provinces atlantiques sont à 98% de leur activité d'avant-pandémie. C'est exceptionnel pour le Canada, bien sûr, mais aussi à l'échelle internationale. Aussi une population qui a immédiatement mis en œuvre les recommandations provinciales et fédérales en matière de protection sanitaire. Et puis quelque part, et ça a un impact sur l'activité économique, la géographie de ces provinces atlantiques, on a finalement des villes moyennes et des maires que j'ai rencontrés qui ne souhaitent pas forcément que ces villes dépassent le million d'habitants comme c'est le cas ailleurs. Une interconnexion forte entre zones urbaines et zones rurales. Et quelque part, cela a un impact sur l'activité économique puisque les collaborateurs des entreprises ici se sentent profondément bien. Moi, j'ai eu des dialogues à la fois avec des professionnels du secteur public, secteur privé, organisations internationales. Et le maître mot, c'est l'art de vivre dans les provinces atlantiques et puis surtout la qualité de vie et la bonne articulation entre vie privée, vie professionnelle. Alors, on a choisi une démarche un petit peu originale pour la représentation dite française. Ce sont des Français, en fait,
employés dans des entreprises, 3 entreprises présentes en Atlantique que nous avons choisi de faire intervenir aujourd'hui, et je les remercie. D'abord, Michelin, la société Michelin que vous connaissez tous, bien entendu, qui est installée, et c'est exceptionnel, depuis 50 ans en Nouvelle-Écosse. Nous fêtons le 12 octobre prochain, le PDG de Michelin se rendra au Canada à l'occasion d'une visite pilotée par Antoine Sautenay, qui va prendre la parole dans quelques instants, pour fêter ce 50e anniversaire. Il y a eu des facteurs qui ont fait que ce choix s'est fait en Nouvelle-Écosse et pas ailleurs, alors qu'on a plutôt tendance à parler du Québec, voire même de l'Ontario, lorsqu'il s'agit de s'installer ici. Ensuite, nous avons choisi de donner la parole à Olivier Bertrand, qui est un compatriote installé au Nouveau-Brunswick depuis plus d'une décennie, si je ne me trompe pas, qui intervient dans le secteur des nouvelles technologies avec une start-up très performante, quelqu'un de particulièrement actif au sein de notre communauté que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui va nous parler des facteurs aussi positifs du développement d'activités économiques au Nouveau-Brunswick. Et enfin, j'ai demandé, et c'est un petit peu une exception, à un collaborateur d'une société canadienne cette fois-ci, si je ne me trompe pas, basée en Colombie-Britannique, qui a décidé de développer son activité à Halifax en Nouvelle-Écosse, monsieur Jérôme Boulon, que je remercie d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui pour, encore une fois, nous montrer en quoi ces provinces atlantiques, qui sont extrêmement proches de la métropole et de Saint-Pierre-et-Miquelon géographiquement, peuvent être un terreau extrêmement intéressant pour une implantation, puis aussi une projection sur l'Amérique du Nord. Hein. On a l'habitude de se dire, avec certains partenaires ici, que nous sommes quelque part à 24 heures de près de 200 millions de consommateurs nord-américains, compte tenu de la qualité des infrastructures qui sont les nôtres ici au Canada Atlantique. Et puis je voulais remercier aussi monsieur le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. La commission mixte a été évoquée. Nous faisons de gros efforts pour que la coopération régionale, qui a un caractère éducatif, sécuritaire, dépasse ceci pour se projeter sur de nouveaux projets économiques. Nous avons de très, très beaux succès. Et tout cela, bien entendu, va, je l'espère, se terminer d'ici à cette fin d'année par la création d'un club d'affaires franco-atlantique qui va réunir les entreprises françaises déjà présentes, les entreprises canadiennes, aussi, pourquoi pas, organiser des interactions avec des entreprises françaises de métropole. Et nous allons, je pense, tenter d'inclure dans ce club d'affaires franco-atlantique Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, j'ai été beaucoup trop long. Merci et très belle intervention, très beau webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran également? Oui. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le consul, pour ces très gentils mots d'accueil. Effectivement, vous avez raison. C'est un élément important, mais nous sommes présents au Canada et particulièrement en Nouvelle-Écosse depuis 1971 et nous fêtons effectivement notre 50e anniversaire avec la venue du président de Michelin le 12 octobre prochain au Canada et en particulier en Nouvelle-Écosse. Je voulais simplement vous donner quelques éléments de chiffres pour faire un focus sur la Nouvelle-Écosse et sur la manière dont nous avons pu nous implanter et surtout les facteurs de succès qui expliquent notre présence en Nouvelle-Écosse et le fait que nous allons continuer à investir en Nouvelle-Écosse pour le groupe Michelin. Vous connaissez tous Michelin comme producteur de pneumatiques et nous vendons également des services. Nous sommes aujourd'hui 127 000 employés dans le monde et vous le voyez, 23 000 employés en Amérique du Nord. Et Michelin au Canada représente, et c'est relativement peu connu, c'est sans doute une des entreprises françaises les plus implantées au Canada. Nous représentons 4 000 employés au Canada, dont 3 500 employés en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est extrêmement significatif pour le groupe Michelin. Notre présence au Canada s'est renforcée au cours des dernières années. Avec la Nouvelle-Écosse, on y reviendra, mais aussi le rachat d'une entreprise qui s'appelle Camso pour des pneus en route au Québec, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de produire tout type de pneumatiques, mais également des systèmes de chenilles au Québec et globalement au Canada avec des forces de vente qui sont déployées dans toutes les provinces. Si je ramène à la Nouvelle-Écosse, vous voyez effectivement que dès 1971, nous sommes installés en Nouvelle-Écosse, d'abord à Bridgewater et ensuite à Pictou County, et nous avons ensuite installé notre usine à Waterville en 1982. Et depuis le départ de notre aventure en Nouvelle-Écosse, nous avons bénéficié d'un soutien extrêmement fort du gouvernement et d'une qualité de main-d'œuvre assez exceptionnelle, qui sont les deux principaux facteurs principale raison pour laquelle nous sommes installés. Il faut savoir que la Nouvelle-Écosse pour Michelin, c'est notre première implantation
nord-américaine. Donc, nous avons fait le choix de la Nouvelle-Écosse pour Michelin en Amérique du Nord, ce qui est effectivement un signe extrêmement important. L'essentiel est dans cette slide sur laquelle je voudrais insister, qui correspond à ce qu'est la Nouvelle-Écosse pour nous hier, mais aussi aujourd'hui. Car effectivement, on a la volonté de continuer à nous implanter en Nouvelle-Écosse. Donc aujourd'hui, 3500 employés sur 3 usines, mais nous planifions des investissements d'envergure pour les années à venir. Et j'aimerais insister ici sur le volet de l'attractivité de la Nouvelle-Écosse. Pourquoi nous faisons le choix de la Nouvelle-Écosse et des investissements brownfield en Nouvelle-Écosse? Très clairement, vous avez différents éléments ici. J'ai évoqué la main-d'œuvre, également la qualité des universités. Monsieur le Président a évoqué la Dalhousie House. Effectivement, l'université de Dalhousie est extrêmement importante, mais également un soutien du gouvernement et notamment de l'agence d'investissement de Nouvelle-Écosse qui nous permet aujourd'hui de s'implanter et surtout de renforcer nos investissements dans le domaine du pneumatique, mais aussi au-delà du pneumatique, car la Nouvelle-Écosse a des qualités extrêmement importantes en termes de ressources naturelles. Nous avons un accès à l'eau exceptionnel en Nouvelle-Écosse et également globalement pour l'ensemble des nouvelles générations de matériaux qui sont utiles et toute l'expertise liée aux nouveaux matériaux qui sont utiles pour notre vision du tout durable Michelin dans le monde. Le Canada et la Nouvelle-Écosse, c'est vraiment un terrain d'expérimentation pour cela. Autre point sur lequel je souhaitais insister, c'est la capacité et la qualité de la Nouvelle-Écosse au regard de son emplacement dans la chaîne de valeur. Il est très clair que la Nouvelle-Écosse et le Canada plus largement est dans une position très favorable lorsqu'on parle de commerce international, puisque le Canada a négocié de nombreux accords de libre-échange. Nos usines en Nouvelle-Écosse sont exportées, les produits sont exportés principalement aux États-Unis. Environ 75 à 80% de notre production est exportée aux États-Unis et c'est lié véritablement au rôle du Canada dans les accords de libre-échange, avec une facilité d'adresser le commerce domestique, mais aussi le marché nord-américain, également le marché européen, avec l'accord CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada, mais aussi avec l'accord transpacifique auquel le Canada est partie prenante. Et donc, le Canada et la Nouvelle-Écosse, qui nous a beaucoup aidés lors des difficultés au moment de l'administration Trump, notamment, nous a beaucoup aidé dans débloquer un certain nombre de sujets liés au commerce international. Et clairement, le rôle du Canada dans les accords de libre-échange est un point absolument clé. Et je finirai par évoquer la question du tout durable, parce que la Nouvelle-Écosse se positionne de manière très active sur les questions de matériaux, de batteries notamment, la nouvelle génération de batteries, avec un écosystème d'innovation extrêmement fourni, notamment vis-à-vis de Tesla. Et donc, on a des relations très étroites avec l'écosystème d'innovation, de recherche en Nouvelle-Écosse. Voilà très rapidement pour les éléments clés pour Michelin. Merci beaucoup, Monsieur Sautenay. Parfait. On va passer à Monsieur Olivier Bertrand, cofondateur de Elumicate. Bonjour à toutes et à tous. On m'entend correctement? Parfait. C'est parfait. Parfait. Olivier Bertrand, et merci Monsieur le Consul, parce que c'est grâce à lui que je me trouve devant vous aujourd'hui. Et le but du jeu était simplement de vous donner mon petit regard sur qu'est-ce qu'être un Français travaillant au Canada et principalement au Nouveau-Brunswick. Si je dois récapituler, ça va être ça. Olivier Bertrand, 47 ans, franco-canadien, et je dis souvent le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire je suis chez moi ici et aussi là-bas, c'est-à-dire en France. Ça fait presque 17 ans que je vis dans ce petit morceau de Canada qu'on appelle le Nouveau-Brunswick. Et puis, naturellement, la question se pose assez souvent de dire pourquoi pas le Québec, comme la plupart des immigrants français. J'ai plusieurs éléments là-dessus. C'est très simple. Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue. Que vous souhaitiez parler en français ou en anglais, vous choisissez, je dis souvent, choose your flavor. Choisissez votre saveur et vous êtes capable de travailler et puis d'être compris dans les deux langues. En tant qu'entrepreneur, la capacité d'entreprendre est réelle.
Je donne qu'un exemple, mais il m'a fallu 2 heures pour incorporer ma compagnie. Je vous laisse traduire ça en démarche administrative française, c'est un petit peu plus lourd. Nous sommes soutenus de manière fédérale et provinciale. Le président Maguire, représentant l'APK, ben voilà, c'est une structure qui nous soutient et qui soutient la création d'entreprises et le développement de ces mêmes entreprises. Un niveau d'expertise que l'on trouve en local de classe internationale. On a des universités francophones et anglophones et j'ai souvent été surpris par le niveau des gens et de l'expertise que l'on peut trouver dans ces universités. Moi qui suis une compagnie qui représente une compagnie d'IT, on a le meilleur Internet au pays. Le câble qui amène la fibre sur le continent canadien arrive à 400 mètres de ma maison. Donc, on a les meilleures vitesses d'Internet. Pour une compagnie qui travaille principalement sur le web, c'est extrêmement important. Pour revenir autour de Illumicate, rapidement, c'est une compagnie que j'ai incorporée en 2015 et on développe une solution qui combine l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond, le deep learning, pour améliorer l'affichage public et ce, en temps réel. Donc, la question à se poser, c'est très simple, c'est pourquoi voir une publicité sur un panneau d'affichage qui ne m'intéresse pas alors qu'on peut faire beaucoup mieux. On est une petite équipe tout de suite ici de 5 personnes. On s'apprête à doubler le mois prochain parce qu'on prépare notre entrée en marché. Puis quand je parle du marché, ben voilà, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit rapidement, de dire que nous sommes au Canada, ce qui est quand même un grand pays. Je rappelle qu'il faut plus de 6 jours en voiture pour le traverser, et puis qu'on a les États-Unis à nos pieds. On parle de 375 millions de consommateurs de ce côté-là. Donc, ça représente vraiment une connexion rapide. On est sur plusieurs fuseaux horaires, mais on est capable de tous les croiser dans une journée normale. Enfin, pour terminer, parce que le temps nous est compté, mais compté en l'occurrence, quelques avantages non négligeables qui font partie du côté personnel, parce que c'est très, très important d'être capable justement d'allier les deux, le côté professionnel avec des services de très, très haut niveau, et puis la vie familiale. Donc, la vie familiale, c'est un point super tranquille pour s'installer. Le Nouveau-Brunswick offre, comme tout le Canada, une nature absolument débordante. On a des parcs nationaux absolument magnifiques. Je pense à, si je devais en citer qu'un seul, juste Fundy. C'est un endroit où il me fait plaisir d'essayer d'aller y perdre et ma famille et moi-même. Un environnement super sécuritaire. Pour la petite histoire, je disais, ça fait presque 17 ans que je vis ici. Lorsque nous sommes arrivés, donc il y a presque 17 ans, la police ne comptait que 23 voitures dans la province. C'est vous dire qu'on ne ressentait pas le besoin de se sécuriser plus que ceci, parce que la vie est douce et belle ici. Pour parler de développement familial, ça touche les enfants et l'éducation. Je mentionnais tout à l'heure les universités, les écoles, on trouve tout ceci en version francophone et anglophone, c'est très important. Et puis quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début parce que ça tombe sous le sens, mais c'est bien de le dire, c'est que les gens ici sont gentils, serviables, il y a une approche qui est absolument merveilleuse. Bref, ça fait bientôt 17 ans et si je devais remettre le couvert, je commencerai dès cet après-midi. On peut entreprendre en toute liberté. C'était ça le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Un grand merci à vous parce qu'on a tous envie de partir au Nouveau-Brunswick maintenant. C'était l'objectif de mon intervention. Bien, maintenant, nous avons l'intervention de Jérôme Boulon, qui est producteur senior chez Hothead en Nouvelle-Écosse. Est-ce que vous êtes là? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, pour cette invitation au webinaire. Donc, je vais partager un petit peu mon expérience dans le domaine du jeu vidéo. J'ai intégré Hothead il y a quasi 1 an de cela. Hothead est d'abord implémenté à Vancouver et a décidé de s'implémenter à Halifax pour des raisons claires de couvrir toutes les time zones en Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, Game as a Service, comme on dit, le fait d'être présent à la fois sur la côte Est et Ouest nous permet vraiment de couvrir toutes les time zones en Amérique du Nord, qui est notre principal marché. Hothead a aussi fait le move il y a quelques années de ça à Halifax pour des raisons internes. Hothead voulait offrir aussi la capacité à ses employés de bouger de la Colombie-Britannique, qui est une province excessivement onéreuse du moment où on parle d'acquérir une maison, par exemple, ou un appartement. Donc, ça a été aussi une volonté de la part de Hothead d'offrir une opportunité à ses employés d'améliorer leur qualité de vie en bougeant à Halifax.
en ayant accès à la propriété notamment. On voit aussi que depuis le Covid, les provinces atlantiques ont été moins touchées par le Covid. Ça a été aussi décisif pour certaines personnes qui se sentaient plus en sécurité. Enfin, je vais mentionner tout ce qu'a mentionné Olivier Bertrand avant moi, la qualité des universités, la qualité de la vie, la gentillesse et l'accueil des gens dans cette province, le fait aussi que la province soutient des initiatives et soutient des industries comme le jeu vidéo. C'est très important et tous ces éléments ont été déterminants dans notre choix d'ouvrir un studio à Halifax. Je peux aussi partager mon expérience personnelle. J'ai travaillé pendant quasi 12 ans à Montréal avant cela, qui est l'un des grands pôles du jeu vidéo en Amérique du Nord. Et puis, on m'a proposé, il y a quelques mois de cela, de bouger à Halifax et je n'ai pas hésité une minute. Je vois à Halifax de grandes opportunités de développement pour le jeu vidéo. Je vois Halifax aujourd'hui tel qu'était Montréal il y a 12-15 ans, mais avec un marché moins saturé, avec beaucoup plus d'opportunités en termes de recrutement. Et encore une fois, on s'est aussi rapproché de la France, donc c'est beaucoup plus facile, ne serait-ce que de Montréal à Halifax, je gagne 1 heure de communication avec les fournisseurs et partenaires français et européens en général. Et ça, 1 heure dans une journée, c'est extraordinaire. Donc, je suis à 3 heures de la côte ouest, je suis à 5 heures de communication de mes partenaires européens. Donc, c'est vraiment une place de choix. Et enfin, au niveau personnel, je vais répéter ce que disait Olivier il y a un instant, la présence francophone dans ces provinces. La présence acadienne est importante et ça a été déterminant pour moi aussi de pouvoir bouger dans une province et m'assurer que mes enfants soient dans une école française. C'est important pour moi qu'ils continuent à avoir la double culture, francophone et anglophone. Donc, l'avantage aussi d'une province comme celle-ci, c'est que mes enfants sont bilingues et à la maison, on continue à parler français, à l'école, ils continuent à parler français. Donc, c'était aussi un critère de choix pour moi. Les opportunités professionnelles, la capacité aussi, la volonté et la possibilité d'aider la croissance du jeu vidéo dans cette province. Donc voilà, j'invite les gens à au moins venir visiter la province de Nouvelle-Écosse et la ville d'Halifax. C'est vraiment charmant et puis la qualité de vie est extraordinaire. Un grand merci pour votre intervention. Nous allons passer maintenant à un petit, vraiment très court moment de questions et réponses, car évidemment, le temps, il y a beaucoup de choses à dire. Chacun avait à nous présenter énormément de choses et de belles choses. Nous avons une question pour Monsieur le Préfet, s'il est encore là, je ne sais pas, et surtout pour Monsieur Chitraire. À votre avis, quelles actions concrètes devraient être posées afin d'améliorer le volet développement économique et entrepreneurial dans le cadre de la coopération régionale entre les provinces atlantiques et Saint-Pierre-et-Miquelon? Très rapidement, le cadre existe déjà, c'est la commission mixte de coopération régionale. Je crois que nous avons commencé à donner une priorité à l'économique et ça a été à plusieurs reprises mentionné à la fois par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi le député de Saint-Pierre-et-Miquelon. Lors de la précédente commission mixte, le député qui était présent indiquait qu'il y avait une nouvelle dimension économique en plein développement, que c'était la bonne route. Et effectivement, je crois qu'on y est. Il est important aussi que l'on continue, comme on l'a fait jusqu'à présent, à identifier des partenaires, c'est-à-dire à promouvoir le dispositif de la commission mixte de coopération régionale auprès des entreprises. On l'a fait avec, par exemple, une distillerie au Nouveau-Brunswick, la distillerie Fils du Roi. Je leur ai rendu visite le 20 septembre 2020 en compagnie d'un sénateur fédéral. Et immédiatement, le réflexe a été de leur dire, tentez de développer un projet avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils l'ont fait immédiatement avec un soutien de la commission mixte et ça va donner lieu à un partenariat qui porte sur là, dans un premier temps, un demi-million d'euros, mais c'est un très beau commencement. On l'a fait aussi avec le concombre de mer, donc avec la Nouvelle-Écosse, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec beaucoup de succès. Donc je crois qu'il faut continuer le plaidoyer en liaison avec les chambres de commerce, en liaison avec les acteurs économiques. Et c'est aussi l'un des rôles que l'on va confier au club d'affaires franco-atlantique, qui va couvrir à la fois les 4 provinces atlantiques, mais qui aura une dimension Saint-Pierre-et-Miquelon pour faciliter ces échanges. Je crois qu'il y a un grand boulevard devant nous, il y a une zone un peu en friche, et comme le disait Monsieur le Préfet, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon était une première étape vers la France. Donc un partenariat économique qui fonctionne bien avec Saint-Pierre permet aux entreprises canadiennes de s'habituer
à l'environnement français, qui n'est pas forcément aussi naturel qu'on l'imagine, parce qu'on est dans un continent nord-américain essentiellement anglophone. Et ensuite, pourquoi pas se projeter vers la France. J'aime aussi beaucoup l'idée de monsieur le préfet, qui est de dire à nos entrepreneurs, si vous souhaitez, si vous hésitez encore, Saint-Pierre-et-Miquelon est une excellente base arrière, puisque les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Chambre de commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon travaille beaucoup avec les entreprises canadiennes avant de se projeter sur le territoire des provinces atlantiques. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Consul général. Je vais laisser la parole à Daniel Joanneau, président de la Chambre, pour conclure ce webinaire. Un grand merci à tous de votre participation. Merci à tous les intervenants. C'est un échange très, très riche. Vous nous avez donné beaucoup d'éclairage, beaucoup de conseils très, très utiles. Ce qu'il faut retenir, je crois en particulier, c'est que quand on investit ou quand on construit un partenariat dans les provinces atlantiques, on a un accès très facile au marché américain qui est tout proche. Et on bénéficie des facilités de l'accord de libre-échange conclu entre le Canada et les États-Unis. La deuxième chose qui me frappe, c'est que dans ces 4 provinces, vous avez un écosystème très favorable, une tradition depuis longtemps de culture en équipe entre les entreprises, les laboratoires et les universités qui, ensemble, font de la recherche, créent et innovent. Ceci nous a été démontré dans plusieurs secteurs. Ce qui est encourageant pour nous aussi, c'est la volonté des 4 provinces de travailler davantage avec la France métropolitaine, la France de Saint-Pierre-et-Miquelon, et toute entreprise s'intéressant à cette région du Canada trouvera un appui auprès de l'APK, de toute cette équipe de l'APK qui est très performante et très désireuse de faire plus avec la France, et auprès de notre excellent, très dynamique consul général Johan Chitrer, qui vient de lancer cette idée d'un club d'affaires franco-atlantique. Et comme vous le savez, nos consuls généraux au Canada sont tous très engagés dans la diplomatie économique et le soutien aux entreprises. Enfin, et ce n'est pas un élément mineur, il y a une province francophone, le Nouveau-Brunswick. Les Français sont les bienvenus au Canada atlantique. La qualité de la vie est là, donc allez-y. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous. Merci Louise. Merci à tous et à toutes. Merci, félicitations. Et merci Monsieur le Consul général pour avoir répondu sur la fin. Avec grand plaisir, oui, en l'absence de... Merci à tous. Oui, il a dû nous quitter. Merci beaucoup.